que je disais, à partir de là, on a essayé de redonner un petit peu une cohérence, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur la Lozère, mais très fragmentaires, à part le livre du docteur Prunière, qui est assez global, mais qui est un peu ancien, quoi. Donc il fallait reprendre ça aussi. Tout le reste, ça méritait une synthèse, un peu d'avoir une vue globale, et qui intègre un peu aussi cette nouvelle branche qu'on a mis en évidence. Donc là, on débouche sur 4 grands blocs, 4 grandes périodes qui sont intéressantes à considérer. Les premiers 4 siècles, c'est qui nous amène vers 1350, c'est les seigneurs du Gévaudan historique, donc du Roc de Peyre, hein, avec des seigneurs que j'ai qualifiés de très catholiques. Et après, deuxième temps, c'est le passage dans le comtat venessin, puisque là, à partir du moment où, avec la guerre de 100 ans, avec les épidémies, avec les ravages des routiers, le Gévaudan se trouve complètement dévasté et ruiné, l'Eldorado qui apparaît, c'est le comtat venessin, avec les papes qui se sont installés d'abord à Carpentras, puis dans Vaucluse. Et donc les Peyres, Astor XII en l'occurrence, s'installent sur Avignon et servent à la fois le pape et les Anjou qui sont maîtres de la Provence. Ça leur permet aussi d'éviter l'emprise du roi de France. Voilà, deuxième période, c'est ça, c'est encore 200 ans. Ensuite, ils reviennent dans le Gévaudan, encore une centaine d'années, mais ce sont avec les guerres de religion, une période très mouvementée. Et ce n'est plus la première dynastie de Peyre, c'est la deuxième dynastie, la dynastie des Cardaillacs de Peyre, qui ont gardé le nom, qui ont gardé les armes, mais qui sont confrontés ils ont pris le parti des protestants, et donc ils sont confrontés à de très grands épisodes, dont la destruction de Marvejols, contre laquelle ils ont lutté, avec un hôtel l'hôtel de Peyre qui se trouvait à Marvejols. Après la destruction de la citadelle de Peyre, qui est bombardée pendant plusieurs jours, et qui finit par être complètement détruite. Le fameux Mathieu Merle et son beau-frère Pierre d'Ozol. Donc sa deuxième période, et les Cardaillacs de Peyre finissent par abjurer, comme Henri IV. Et on tombe sur la quatrième période, qui est celle de la Restauration, où là, la baronnie de Peyre tombe dans les mains des Soulages d'abord, et puis ensuite dans les Grollet-Virville, et tout ça est transféré au château de la Baume. Et au château de la Baume, on a Antoine de Grollet-Virville, puis César de Grollet-Virville, qui restaure toutes les anciennes propriétés, tous les anciens droits, et qui même deviennent, ils étaient barons, ils deviennent comtes de Peyre, et qui survivent pas mal, avec tous les droits, bailli du Gévaudan, gouverneur de Marvejols, de Chirac, donc de Grèze aussi, puisqu'ils ont racheté les droits du roi. Donc tout ça les amène allègrement à la Révolution. Ils passent à travers la Révolution sans difficulté. Bon, les derniers comtes de Peyre vivent plutôt à Paris ou à Pau, mais ils ne sont pas inquiétés par la Révolution. Voilà. Donc ça fait 4 grandes périodes qui commencent au Xe siècle et donc se finissent en 1800 ou 1810. Et puis il y a encore une suite au château de la Baume, mais que vous connaissez. Donc tout ça est dans le livre, et avec chaque fois les relations avec la partie baronnie provençale. Là aussi, voilà, un parallèle qu'on peut faire. À l'époque où on est, il y a encore des... Alors ça c'est intéressant, voilà, oui, c'est qu'il n'y a pas des Peyres tout seul, mais il existe des 2 Peyres dans les Hautes-Alpes, il existe aussi en Haute-Loire. On a des Peyres tout court. Oui, mais pas des 2 Peyres. Voilà, mais pas des 2 Peyres. Par contre, il y a dans le nord
de la France et en Bretagne, il y a des paires de grelets. Il y a des recherches qui sont C'est énorme, voilà. Ah oui, mais ça va jusqu'à la vallée du Rhône, en gros. Oui. Voilà. Et ici, donc dans cette vallée, le Val d'Oule, tout ça, c'était les deux pères du Gévaudan qui étaient seigneurs. Et on avait aussi, vous voyez, ici, Montmorin, tout ça. Et, alors, du livre, c'est par exemple donc, la branche des Hautes-Alpes. Ils sont partis aux origines des deux pères. Ils sont partis en l'an 970. Ils ont accompagné donc, le comte de Provence, libéré la province des Sarrasins, etc. Donc c'était les gros soucis. Pourquoi? Parce que le comte de Provence, Roubaud de Provence, a épousé Émilise de Gévaudan. Et très tôt, le Gévaudan ont été, par les mariages et tout, reliés à la Provence très tôt. Et après, donc, on le voit sur la donation, la création du prieuré de Chirac, qui a été donné à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, donc toujours encore en Provence. Les deux pères sont devenus des grands abbés de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, et du coup, ils étaient énormément présents aussi dans les Alpes. On retrouve des actes où on voit, donc là il s'appelait Guillaume de Petra, donc beaucoup ça se dit Petra. C'est la période latine. Donc, voilà. Et donc l'originalité aussi donc, de la branche des deux pères, donc j'ai recherché, et en même temps j'ai fait toutes les archives. Je ne me suis pas cantonné qu'aux archives des Hautes-Alpes, mais en allant rechercher les actes originaux. Je me suis cantonné aussi, on est allé voir dans le Gard, là je vais y passer demain, je vais aller voir en Lozère. Et bon, ce que j'ai remarqué pour les actes que j'ai retrouvés dès 1062, 1200, etc., j'ai retrouvé des actes d'ici. Donc chaque fois il y a marqué Astor de Petra et son frère Aldebert de Petra. Mais par contre ce que je disais donc, hier à la conférence à Man, c'est que même dans les actes très anciens, je n'ai pas retrouvé, souvent on se reporte à la famille Astor, proprement dite. Et moi, depuis enfin, les actes que j'ai retrouvés, systématiquement, on parle, Astor c'est un prénom, on parle après de son frère Aldebert. Donc c'est toujours Astor ou Aldebert de Petra. Vous allez voir les actes de la branche de Servières qui est juste à côté, c'est les deux Petra. Beaucoup. Et après, c'est passé de deux pères. J'ai retrouvé un acte aussi dans le Gard, aux archives du Gard, donc de Saint-Sauveur de Père. Je l'ai sur mon ordi. Alors, c'est amusant parce qu'ils parlent de Saint-Sauveur, de Père, mais ils attachent deux pères, comme dans les Hautes-Alpes, en 1676. Donc, c'est quand même. Voilà, donc pour revenir à notre rencontre avec Pierre, donc c'est vrai que Pierre est originaire de Lozère, donc il a fait sa généalogie, son histoire, voilà. Et donc moi je suis originaire des Hautes-Alpes, mais la différence c'est, donc moi j'ai voulu faire aussi mon histoire, et mon arrière-grand-mère c'est une deux pères, et les deux maires actuels des deux villages des Hautes-Alpes qui nous ont sponsorisé le livre sont des deux pères. Ouais. C'est assez... Bon, et c'est vrai que vous allez... Donc... On habite la paire, mais on n'est pas de paire. Ah oui, non, mais c'est assez fabuleux. Et donc, c'est vrai que ça s'est appelé jusqu'à la Révolution père. Et bon, moi, j'ai une grande cousine qui a 92 ans, qui a toujours dit père. Elle n'a jamais dit la pierre pour les Hautes-Alpes. Et... donc c'est vrai que c'est le hasard qui a fait qui est les deux mères. Alors c'est vrai qu'ils sont à fond aussi là-dessus. On leur a fait deux conférences déjà, enfin des conférences, tout, et ça leur a reboosté leur histoire. Ouais, ils vont faire un assez blason, ils important. n'avaient pas de blason, ils vont en faire un. Ah ouais, ils veulent venir visiter justement Père Norbac, la mère de la Pierre m'en a parlé, elle m'a dit oh putain donc il faut qu'on aille en vacances. On les accueillera avec plaisir. Là-bas, c'est pour On ça est village que étape aussi. Hein. Comment? On est village étape. Non, c'est pour ça que je me fais un peu l'intermédiaire un peu de la mère de la Pierre, parce que elle est à fond là-dedans, et
Donc elle a dit non, on va programmer et tout, et justement ils ont envie de vous rencontrer. C'est le hasard, mais c'est vrai qui fait les choses. Ils sont